La première fois que j'ai arbitré un match, et c'était dans le cadre des portes ouvertes des écoles de rugby. Et donc on recevait des écoliers entre 8 et 10 ans. Et le programme était assez simple. On commençait par une petite formation, les passes, les règles. Et puis après, on faisait une petite mise en pratique. Et donc moi j'étais ravi parce que j'adore les enfants, j'adore le rugby. Donc c'était un mercredi après-midi, il faisait beau. Et tout devait bien se passer. D'ailleurs ça a très bien commencé jusqu'à ce qu'il y ait un des petits que j'encadrais qui voulait passer tout de suite au jeu donc je ne le savais pas encore, mais j'ai commis ma première erreur en tant qu'arbitre, c'est qu'on n'avait pas bien défini les règles. Et la deuxième erreur, je l'ai commis dans les 5 secondes qui ont suivi le coup d'envoi et mon premier coup de sifflet, puisque en fait j'avais bien vu dans leurs yeux que plus rien ne serait comme avant. J'étais passé de l'autre côté et du coup je faisais partie de ceux qui les jugent, qui prennent les décisions et manifestement toujours en leur défaveur. Donc ça m'a permis de prendre conscience à quel point le métier d'arbitre était compliqué. Surtout que j'ai eu une deuxième expérience tout aussi douloureuse en arbitrage universitaire, où je pensais qu'avec des jeunes adultes en devenir et l'élite de demain, ce serait beaucoup plus simple, mais c'était tout aussi compliqué et comme on le voyait, plus on grandit et moins on voit les preuves de maturité sur le terrain. En tout cas, c'est la première fois à ce moment-là que j'ai eu cette idée qui a commencé à germer sur cette notion d'omniscience. Et finalement, la conclusion de ces deux expériences, c'était que l'arbitre, pour prendre une bonne décision, ses deux yeux sont impossibles. Et finalement, il y a, alors en rugby, il y a 30 joueurs, mais il y en a 22 au foot et autant dans tous les sports, et on multiplie avec les coachs, on multiplie avec les supporters, et finalement la solution c'était d'agréger la somme de tous ces points de vue pour rendre l'arbitre omniscient et pouvoir prendre les bonnes décisions. Moi j'étais étudiant, on allait boire des bières, et depuis j'ai plus arbitré, j'ai pas avancé sur le sujet. Par contre, pour cette soirée, je me suis intéressé de plus près au sujet, parce que nous, chez Google, on s'intéresse évidemment à tous les objets connectés, qu'on vulgarise en utilisant le mot Big Data. Donc je sais pas, alors à la Poste, ça fait partie des enjeux d'aujourd'hui et de demain pour les postiers, mais pour les arbitres, vous pouvez aussi vous approprier le mot Big Data, parce que c'est une réalité aujourd'hui pour les arbitres. Et moi, comme j'utilise les Google Glass, parce que chez Google, je fais partie de la communauté de ceux qui ont le privilège d'avoir une paire de Google Glass et de les utiliser tous les jours, et je suis très content parce qu'avec les béquilles, c'est très pratique. Et j'ai déjà imaginé beaucoup d'usages qu'on pourrait utiliser dans l'arbitrage. Et j'en ai profité pour appeler un ancien coéquipier qui est justement en train de passer toutes les étapes pour devenir arbitre professionnel en top 14 Pro D2. Donc il est actuellement espoir. Sylvain Braillel, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent parmi les espoirs qui sont là. Et donc on a pas mal échangé sur son nouveau quotidien d'arbitre. Alors très naïvement, j'ai essayé de lui poser des questions sur ses derniers matchs, savoir comment ça s'était passé, qu'il me raconte 2-3 faits de jeu. Et donc c'est effectivement très compliqué, mais à aucun moment il m'a parlé d'objets connectés. Et à aucun moment ça semblait être une solution pour lui. Donc j'ai dû mettre les pieds dans le plat et dire tu sais, moi j'ai des Google Glass, je pense que ça pourrait t'aider. Et là la réaction a été sans équivoque. Alors je vous dirai pas ce qu'il m'a répété, parce que je sais pas faire l'accent landais, et que ça ressemblait à quelque chose comme sans déconner, moi j'ai un air de guidon et tout ça, je sais pas ce que je pourrais foutre avec les glaces. Donc ça ressemblait à peu près à ça. Et donc me voilà reparti à zéro dans ma réflexion. Mais cet échange était très constructif, parce que j'ai finalement demandé de sortir du cadre. C'est quelque chose qu'on aime bien chez Google, et je demandais de se mettre à la peau d'un conducteur. Donc là, il y a eu le salon de l'auto il n'y a pas longtemps, et quand on est au volant d'une voiture, donc si on prend la dernière capture avec toutes les options, tous les équipements, on est en train de conduire,
on a le régulateur de vitesse qui nous permet de régler la vitesse, on a les différents compteurs pour voir les tours minutes, on a le voyant d'essence qui s'allume si on est sur la réserve, on a le GPS qui nous donne les directions, si on va trop vite, on a la petite dame qui nous dit qu'il faut ralentir, on a un petit voyant rouge dans le GPS quand il y a un radar à moins d'1 kilomètre. Donc je dis, mais imagine-toi que tu es en train d'arbitrer dans cette chronocapture, par quoi tu remplacerais les voyants à la place de la vitesse de l'essence? Quels seraient les indicateurs que tu voudrais voir sur l'écran? Et là, on a commencé à rentrer dans le détail. Donc aujourd'hui, un des gros enjeux pour l'arbitre, et j'ai l'exemple du rugby, mais je pense que c'est pareil dans tous les sports, c'est savoir faire le tri. Parce que vous avez tous pratiqué ces sports, les avez tous regardés, et finalement, il pourrait y avoir une faute toutes les secondes, et si on sifflait toutes les fautes, il n'y aurait pas de jeu, ou il y aurait 2 minutes de jeu sur 80 ou 90 minutes. Donc pour lui, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est vraiment d'être accompagné sur le tri et la gestion des fautes. Et finalement, ce qui est hyper dur pour un arbitre, c'est d'emmagasiner toute l'historique des fautes qui ont été effectuées. Savoir quel joueur a fait la faute, quel type de faute, à quel endroit ça a été commis. Et finalement, dans la décision qu'il va prendre et dans la sanction, puisqu'on a parlé de sanction, il devra s'adapter. Ce ne sera pas la même sanction si c'est le même joueur qui fait 3 fois la même faute, 3 fois dans le même contexte, que si c'est 3 fautes aléatoires de la même équipe. Donc déjà, là, on a beaucoup parlé de l'avenir de l'arbitrage de demain et de l'arbitrage de dans 20 ans, mais pour demain matin ou pour la saison prochaine, ça c'est des choses que font déjà les arbitres, de prendre des notes manuellement et d'essayer de faire le point à la mi-temps quand on débrief, ou de voir à la fin quand on fait l'analyse a posteriori. Ça c'est des choses qu'on pourrait faire en temps réel, justement pour adapter l'arbitrage et s'assurer qu'on est juste sur chaque décision qu'on va prendre. Donc ça c'est, j'allais dire, une amélioration minime à mettre en place très rapidement, mais l'ambition et l'espoir qu'on a dans les objets connectés, c'est vraiment de nous aider à piloter l'arbitrage de façon beaucoup plus précise. Alors, je ne vais pas parler de vidéo parce que je pense qu'on n'a pas besoin de se réunir tous ensemble pour alimenter le débat. Par contre, il y a des tas d'autres objets connectés qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions. Et pour ça, je vais juste vous demander de réfléchir et essayer de me dire en quelle année on a introduit le premier objet connecté dans l'arbitrage. C'était déjà au siècle précédent, c'était en 1936. En fait, on va dire qu'un siècle auparavant, on a inventé l'électricité, et 100 ans plus tard, les escrimeurs ont décidé d'électrifier les épées, et du coup, de régler le problème de la touche. Donc aujourd'hui, toucher ou pas toucher. Alors c'est un débat dans plein de sports, surtout au foot, mais en tout cas, l'escrime a réglé ce problème en 1936, en intégrant l'épée électrique pour justement comptabiliser les touches, et ça c'est une tâche dont on a déchargé les arbitres. Et vous allez voir que les escrimeurs continuent à innover, parce que dès 2008 sur les JO de Pékin, ils ont introduit les objets connectés à proprement dit, puisque le premier objet connecté digne de ce nom, c'était l'iPhone d'Apple, c'était en 2007. Un an plus tard, ils utilisaient la technologie pour avoir des boîtiers sans fil et éviter d'avoir les escrimeurs qui se baladent avec une centrale électrique sur le dos. Donc ils ont quand même intégré cette technologie de façon très rapide et très sûre, et aujourd'hui ça ne remet pas en cause la notion d'arbitre dans l'escrime, ça ne remet pas en cause la valeur de l'arbitre dans la discipline, mais ça vraiment apporte un vrai plus au quotidien, parce que ça les décharge d'une tâche qui était vraiment hyper lourde, et là ça se justifie parce que c'est vraiment le cœur de l'escrime, c'est de compter les touches, et ils ont trouvé un moyen très tôt de trouver une solution fiable. Alors aujourd'hui on a l'exemple de l'escrime, mais on a déjà plein d'exemples, que ce soit en basket, en football ou en rugby, où on pourrait utiliser les technologies existantes pour accompagner l'arbitre dans sa prise de décision. Alors l'idée c'est pas de robotiser le rôle de l'arbitre, mais aujourd'hui typiquement on peut prendre l'exemple des playoffs de NBA, où on a eu les arbitres justement avec la vidéo
qui ont dû faire des plays, des replays qu'on évoquait tout à l'heure. On peut très bien imaginer avec les technologies actuelles qui sont des GPS, qui sont des analyses d'images. On a aussi les premières fibres techniques qui intègrent des conducteurs qui permettent de prendre des mesures sur l'humain. On pourrait très bien utiliser ces technologies pour utiliser des voyants, comme ça se fait aujourd'hui en hockey. Aujourd'hui, il y a un arbitre qui regarde les cages, le palais rentre, on allume le voyant, le palais rentre pas, on n'allume pas le voyant. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait rendre disponibles aux spectateurs ou des choses qu'on pourrait rendre disponibles uniquement à l'arbitre pour qu'il puisse prendre sa décision. Et ça pourrait régler le problème du hors-jeu, puisque la règle serait très simple. On a aussi l'exemple en rugby. En basket, ce serait est-ce qu'il a tiré avant le buzzer, après le buzzer, c'était ça qui posait problème. Là, on aura la réponse en temps réel et l'arbitre pourra prendre sa décision sans couper le jeu. Et là, l'objectif, c'est vraiment que la technologie apporte de la valeur à l'arbitre et apporte de la valeur au spectacle, au lieu de le couper comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a un deuxième point qu'on a rapidement évoqué et qui est très peu évoqué sur les objets connectés et l'arbitrage, c'est la gestion de la performance. Alors nous, chez Google, on adore la performance mesurée, chiffrée, évaluée, comparée, et ça c'est quelque chose qui se fait déjà aujourd'hui chez les sportifs professionnels. Alors, que ce soit en foot avec les capteurs de GPS ou en rugby. En NBA, ils utilisent les logiciels d'analyse vidéo qui permet d'identifier les joueurs, le ballon et de compter toutes les statistiques. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre à disposition des arbitres pour se préparer de la même façon que des sportifs de haut niveau, puisque vous allez les juger. Alors, pour vous rendre compte de ce que ça représente, je vais vous poser une autre question. Est-ce que quelqu'un saurait me dire le nombre de kilomètres qu'a parcouru Tony Parker pendant les playoffs de NBA, justement? 5 km pour 100 km. Ah oui, on est très très proche puisqu'il a fait 90 km. Bravo. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Et c'était pas préparé. Donc il a fait 90 km. Mais derrière cette face immergée de l'iceberg, finalement, ces 90 km, ce n'est qu'un agrégat de nombreux indicateurs, puisque ces derrière kilomètres, il y a en fait une distance moyenne parcourue par match qui est de 4 km. Et si on le prend par rapport au temps complet d'un match de NBA qui est de 48 minutes, ça fait 6 km toutes les 48 minutes. Et derrière, en fait, ça se traduit en vitesse moyenne aussi, parce que ça fait une vitesse moyenne de 7,5 km. Alors ça fait beaucoup de chiffres, je ne vais pas vous demander de les retenir, mais juste de comprendre que c'est la réalité aujourd'hui d'un sportif de haut niveau. Et ces chiffres, on pourrait très bien les mettre à la disposition d'un arbitre pour se préparer et pour s'améliorer sur son efficacité. Et je vais revenir pour finir sur ce point, mais qui, moi, me touche beaucoup plus que les autres débats sur l'apport de la technologie, parce que je pense que c'est vraiment un formidable outil pour se comparer. Aujourd'hui, les arbitres sont vraiment jugés, et je reprends l'exemple de mon coéquipier qui est en phase de formation, et donc lui, il est jugé a posteriori sur sa capacité à prendre les bonnes décisions. Sauf que finalement, le plus dur pour lui, c'est de prendre les décisions alors qu'il a le cardio à 180, qu'il vient de traverser le terrain et que c'est hyper compliqué d'être lucide. Aujourd'hui, on sait l'impact qu'a la fatigue sur la lucidité et la capacité à prendre des bonnes décisions. Donc on pourrait très bien imaginer alors nous on appelle ça les benchmarks, mais ça serait un groupe de référence des arbitres qui sont capables de prendre les meilleures décisions et décortiquer leur performance pour définir des plans de formation personnalisés pour les autres arbitres. Et un arbitre pourrait savoir que c'est sur son fractionné, sa VMA, sa vitesse de sprint, le temps moyen de footing qu'il doit travailler pour s'améliorer. Je parlais d'opportunités tout à l'heure. On peut se dire que les objets connectés doivent être aussi la propriété des arbitres. Et vous pouvez créer vos propres indicateurs. Aujourd'hui, moi, ce qui m'avait surtout marqué quand j'avais arbitré, c'est la difficulté pour être proche des rucks. Les rucks au rugby, c'est la phase la plus litigieuse au rugby. Et finalement, il faut être à moins de 10 mètres des rucks pour prendre les bonnes décisions. Mais c'est quasiment impossible si on ne suit pas la même préparation sportive que les gens qu'on arbitre. Donc finalement, pour
conclure, quand je fais l'analyse, et je vais essayer de la faire en une phrase, pour moi, et si je devais partager ma vision de l'arbitre de demain, je pense que je le résumerais en un espèce d'hybride qui serait la synthèse entre Warren Buffett et Zlatan Ibrahimovic, parce qu'il doit utiliser de nombreux indicateurs, utiliser toutes les données pour prendre la bonne décision, mais derrière, il doit avoir le cœur d'un marathonien pour être au cœur de l'action. Et ça, c'est clairement un enjeu hyper fort pour les arbitres, parce que aujourd'hui être capable de traiter des nombreuses données, c'est le cœur du big data, c'est le cœur aussi des métiers où il y a des forts enjeux financiers derrière, et on sait l'impact que peut avoir une décision arbitrale pour un club, que ce soit une montée, une descente, une Coupe d'Europe ou une finale de Coupe de France. Donc en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu est très fort pour les arbitres. Je pense que c'est une superbe opportunité d'augmenter votre valeur auprès des sportifs, mais aussi auprès du public. Merci pour votre attention.